dans La tête aux pieds, le podcast qui explore la relation entre le corps et l'esprit. Je m'appelle Adrien Mater, auteur du livre « Le yoga pour les hommes ». Je suis également formateur et enseignant en yoga et en pilates. Seul ou avec mes invités, je vous donne rendez-vous chaque dimanche pour explorer la façon dont le travail du corps peut influencer de manière positive notre posture physique et mentale, nos relations, mais aussi la société dans son ensemble. Bonjour et bienvenue dans La tête aux pieds. Dans ce nouvel épisode, je reçois Baptiste, spécialiste du tarot, mais un tarot qui n'est pas divinatoire, comme on va le voir très vite. Ensemble, on discute de la façon dont le tarot, la lecture du tarot peut ressembler au travail corps-esprit dont je parle souvent dans ce podcast. C'est comme une recherche alchimique, une façon d'harmoniser les énergies, mais aussi par un chemin introspectif d'équilibrer le rapport entre l'intérieur et l'extérieur. Un peu comme le yoga finalement. Bonne écoute! Salut Baptiste. Salut Adrien. Merci d'intervenir dans La tête aux pieds. Est-ce que tu peux te présenter rapidement s'il te plaît ? Eh bien, merci de me recevoir. Très content d'être là. Alors, je m'appelle Baptiste Jésus. Je suis ici à ton invitation et si j'ai bien compris, on va parler de tarot parce que c'est une de mes activités, une de mes passions, entre autres, puisque je suis aussi dans la communication, le graphisme et autres, mais aujourd'hui, si j'ai bien compris, on va parler de tarot de Marseille. Exactement. Alors, pour juste qu'on mette quelque chose au clair tout de suite, Jésus, c'est vraiment ton nom, hein, c'est pas genre Jésus, tarologue. Jésus, c'est mon nom, c'est... Voilà, et ça s'écrit sans S à la fin. C'est mon nom de famille, ça n'est pas une blague. Les gens me demandent parfois, mais non. Oui. Non, mais c'était pour que ce soit clair dès le départ. Ok, et comment on s'est rencontrés, Baptiste, alors ? Eh bien, justement, ça nous ramène au tarot, parce que on s'est croisés dans un café tarot de Jodorowsky, que tenait Jodorowsky à Paris, près de Bastille. Donc, c'est un bon point de départ. Je pense qu'on peut commencer par là et parler un tout petit peu de qui est Jodorowsky, puisqu'il nous réunit à la fois... Tout à fait. Alors oui, alors je vais te laisser en parler dans une seconde. Oui, c'est vrai qu'on était donc tous les mercredis, il y avait un café tarot et c'était une fois où il tenait pas le café, où il avait planté tout le monde et on était tout seul dans le café. On avait commencé à discuter. Oui. Parce que tu m'avais l'air à la fois sympathique et compétent. Alors qui est Jodorowsky ? Parfait. On enchaîne tout de suite. On rebondit. Oui, c'est vrai qu'on était l'absence du maître nous a fait nous rencontrer. Donc Jodorowsky, comme quoi l'absence du maître peut aussi être fertile parfois. Exactement. Voilà, donc en deux mots, Jodorowsky, c'est un artiste chilien, franco-chilien, et qui a notamment beaucoup œuvré pour le tarot, avec le tarot et pour... En tout cas, il a fait connaître le tarot de Marseille, le tarot psychologique. On en parlera un petit peu après, je pense. Donc le tarot psychologique et pas le tarot divinatoire. Donc une approche au présent du tarot et un petit peu un art de la relation. Donc l'idée, c'était qu'il invitait tout un chacun à venir et à lire les cartes pour une sélection de personnes. Et voilà, donc on s'est retrouvés un jour alors que lui n'était pas là et on a commencé à discuter de tarot, du lien corps-esprit, et ce qui nous a mené jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à La tête aux pieds. Oui, alors juste pour ceux qui le connaissent pas, moi je ferai un épisode sur Jodorowsky un jour, Jodo comme on l'appelle dans le milieu. Et en plus de la lecture du tarot, il a fait des films, il a fait des pièces de théâtre, il a écrit des livres, il a écrit des scénarios de BD. Maintenant, il fait de la peinture aussi. Donc c'est un artiste multiforme et c'est comme si il déclinait ses idées, notamment sa vision un peu du cheminement spirituel de l'individu sous différentes formes artistiques. Donc il est très productif et très inspirant. C'est un personnage assez incroyable. Et donc effectivement, il a remis au goût du jour le jeu de tarot
que tu utilises ou l'un des jeux de tarot que tu utilises pour ta lecture. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ce que c'est? Tu disais déjà que c'était un tarot psychologique et pas divinatoire. Je crois que ça, c'est le plus important Ouais, à ouais, expliquer dès le départ. tout à fait. C'est un très bon point de départ parce que souvent on a l'image du tarot qui est un outil de divination. Donc on a l'image un peu de la voyante de Madame Irma et on va la voir et on lui demande quand est-ce qu'on va rencontrer l'âme sœur, quand est-ce qu'on va changer de patron, etc. Euh, Cette approche-là, pour moi, c'est pas du tout celle que j'utilise. Euh, pour une raison simple, c'est que quand on fait ça, en fait, on s'en remet à l'autre et quelque part, on lui donne notre pouvoir créateur. On lui donne les clés et on lui dit, c'est comme si on invitait quelqu'un qu'on connaissait pas chez soi et on lui dit, vas-y, fais ce que tu veux. Alors il y a des chances que ça se passe bien, il y a des chances que ça se passe pas bien. Et en définitive, c'est nous qui lui donnons les clés quelque part par cet acte de lui dire, dis-moi ce qui va se passer. Donc en définitive, c'est notre responsabilité, même si la personne nous dit des choses et que on n'est pas content, c'est nous qui lui avons donné les clés au départ. Donc l'idée du tarot psychologique, du tarot, il y a plein de noms, hein. Tarot psychologique, tarot au présent, tarot humaniste, on peut l'appeler différemment, mais l'idée de fond, c'est de se redonner les clés, de prendre conscience que nous avons les clés et d'agir donc à partir de qui on est au présent. Donc ça suppose tout un cheminement, une prise de conscience. On parle pas mal on va parler de conscience aussi, dans la conscience justement du lien qui existe entre l'extérieur et l'intérieur. Donc le tarot, ça va être une façon de se relier à soi et de comprendre les liens qui existent entre soi et le monde pour éviter de se sentir justement victime du monde. Donc disons que c'est cette idée de subir le monde ne nous intéresse pas. Et voilà. Personnellement, je prends le postulat qu'elle est fausse, qu'on ne subit pas le monde et qu'on a des moyens déjà de reconnaître tout simplement l'interaction, le lien qui existe entre le monde et soi. Et on peut peut-être prendre un exemple très simple, c'est-à-dire que par exemple, si je sors dans la rue et que je dis quelque chose à trois personnes différentes, je dis la même chose à trois personnes différentes. Je vais dire, je vous trouve très beau, ou je vous trouve très belle. Les trois personnes vont réagir différemment. Et pourtant, je leur aurais dit la même chose. Donc, qu'est-ce qui change? C'est pas ce que je leur dis qui change, c'est la façon dont elles le prennent, ou ne le prennent pas, la façon dont ça va résonner à l'intérieur d'elles, qui va changer. Il y en a une qui va me dire merci, l'autre qui va pas savoir quoi dire, l'autre qui va me dire laissez-moi tranquille. Donc c'est finalement ce qui arrive de l'extérieur nous touche d'une façon différente chacun. Et le tarot, c'est une façon de prendre conscience de comment ça nous touche, où ça nous touche, pourquoi on réagit de telle ou telle façon, et peut-être que pour nous amener vers une façon plus juste ou une façon plus consciente en tout cas d'agir et non pas de réagir. Merveilleux. Donc c'est plus introspectif que divinatoire pour bien encore une fois revenir là-dessus. Moi j'aime bien, j'avais trouvé cette image à un moment que c'était plutôt comme on reparlera après du détail des cartes, mais chaque carte c'est plutôt comme un morceau de miroir qu'on ramasse et on peut voir effectivement ce que ça fait naître en nous comme tu viens de l'expliquer. Donc encore une fois, il ne s'agit pas du tout d'aller se projeter dans le futur. Ok, alors j'ai une question, tu as déjà évoqué un petit peu ça, mais une question que je pose à tous mes invités, c'est quand je te dis la tête aux pieds, qu'est-ce que ça t'évoque? Et en quoi ça peut être lié au tarot? Oui, absolument. Alors de différentes façons, ça m'évoque plusieurs choses. Ça m'évoque premièrement le fait que le tarot, même si c'est un art qui se passe en général autour d'une table, le tarot englobe le corps. Et en fait, on va prendre en compte le corps dans l'approche du tarot, même si c'est une approche psychologique. Et la tête aux pieds, ça me fait un petit peu penser, dans un premier temps, à l'intelligence du corps. C'est comme si la tête était dans les pieds. Et souvent, dans le tarot, on va parler justement d'agir en conscience. Et à ce niveau-là, le tarot peut nous aider.
il peut nous éclairer sur justement comment agir avec plus de conscience. Donc comment incarner, on va parler d'incarnation de l'esprit et de spiritualisation de la matière. Alors là, je m'avance un petit peu, j'aborde des grands concepts, mais l'idée c'est simplement de dire ce qu'on fait et de faire ce qu'on dit. Et d'être conscient de ce qu'on a envie de faire et de faire les choses en conscience. Donc ça serait ça une première approche de la tête aux pieds en rapport avec le tarot. Merveilleux. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment ça fonctionne le tarot? Oui, on va... Un peu comment le jeu est construit, et puis après, comment ça peut se passer, une lecture, peut-être détailler une carte. Ouais, tout à fait. Il y a de quoi faire. Alors bon, on n'a pas le temps de tout décrire. Donc comme tu l'as très bien dit, le tarot, je l'utilise en séance pour accompagner les personnes. Et en fait, je suis plus un traducteur ou je sais pas comment on pourrait dire, un facilitateur. Un interprète, ouais. Un interprète, mais pas tant des cartes, parce que finalement, les cartes, c'est un moyen de rentrer en relation aussi, c'est un moyen d'engager la conversation, un moyen aussi d'aborder des sujets des fois qui sont plus intimes. Donc c'est pour ça qu'une séance, elle est aussi là pour créer un climat qui va favoriser l'échange. Mais au fond, le tarot en lui-même, comme tu l'as dit, c'est un miroir. On peut le voir comme un miroir qui va mettre la personne en face d'elle-même. Et donc moi, mon rôle, c'est simplement de faciliter la discussion entre la personne et elle-même, en fait. Donc en fait, entre deux parties de la personne, entre une partie consciente, celle qui se pose des questions, qui est peut-être pas heureuse, ou qui a envie de changer, ou qui est très heureuse et qui voudrait juste savoir connaître un petit peu plus peut-être ses ressources. Donc une partie consciente et une partie inconsciente. Et la partie inconsciente, c'est justement, alors là je renvoie les auditeurs aussi au travail de Jung, entre autres, mais c'est celui qui a le plus travaillé dessus et beaucoup influencé le tarot psychologique. En tout cas de la façon dont moi je le pratique, ça va être cette partie inconsciente qui va être présente mais inconsciente, donc par définition dont on ne va pas avoir conscience et qui va malgré tout être présente et qui va jouer plus ou moins contre nous. Donc un exemple tout bête, c'est les réflexes, les habitudes, les choses qu'on fait machinalement, les réactions qu'on a aux choses et qu'on ne maîtrise pas, dont on n'a pas conscience. Donc l'idée du tarot, c'est ça, c'est de prendre conscience, c'est de mettre la lumière sur des choses qui sont en soi, pour ensuite avoir la possibilité, le choix de le changer, le transformer, en faire quelque chose, en prendre connaissance ou rien du tout en fait. En fait, le choix appartient à la personne. Donc il y a une notion de liberté très forte, puisque on n'impose rien avec le tarot. L'idée, c'est de mettre en lumière les choses. Et il y a une notion de responsabilité aussi, très présente. Donc la responsabilité, c'est prendre conscience du lien, comme je disais, qui existe entre l'intérieur et l'extérieur, et ensuite de choisir ce qu'on va en faire. Donc dans une séance, moi, je ne vais pas dire à la personne ce qu'elle doit faire. Évidemment, je vais simplement, comme je disais, faciliter l'échange. Et ensuite, ça sera une conversation, et la personne acceptera ou non les échanges, les propositions qu'on pourra faire, que moi je peux faire, mais qu'elle peut aussi faire de son propre chef. Souvent, il y a des choses qui arrivent pendant une séance, des idées, des choses nouvelles, parce que c'est le contenu un petit peu inconscient qui se met en lumière. Donc ça peut être quelque chose d'à la fois qu'on savait depuis longtemps, quelque chose dont on a toujours eu envie de faire, de réaliser, et que le tarot met encore une fois de plus le doigt dessus, et donc quelque part ça peut agir comme un déclencheur, ou bien quelque chose dont on n'avait vraiment pas conscience. Et là, tout d'un coup, on se dit « Ah mais oui, c'est vrai, il y a toujours eu ça et je le savais pas ». Et donc à partir de là, ça peut vraiment changer les choses. Mais encore une fois, c'est une proposition, et ensuite c'est à la personne de poursuivre le cheminement par elle-même. Donc c'est très responsabilisant quelque part en fait, cette approche du tarot. C'est très responsabilisant, exactement. C'est libre, responsabilisant. Et donc une séance de tarot, comment ça se passe tout simplement? Alors déjà le tarot, c'est un jeu de cartes, hein. C'est le tarot de Marseille. Donc il y a 78 cartes. Et avec ces 78 cartes, l'idée c'est, comme on dit, alors une séance, ça se passe très simplement. On est ensemble. La personne qui tire les cartes prend le jeu de cartes.
moi, je peux lui donner des indications sur combien de cartes prendre, etc. Et à partir d'une question qu'elle aura formulée et qu'on aura reformulée ensemble peut-être, parce que la question va jouer pour beaucoup dans l'échange qu'on va avoir, parce qu'en fonction de la question qu'on pose, on n'a pas les mêmes réponses. Donc souvent, on va parler de questions ouvertes et de questions fermées, par exemple. On aura les questions fermées, c'est des questions auxquelles on peut répondre par oui et par non. Donc c'est fermé. En fait, il y a oui ou non, c'est binaire. Ce qu'on va plutôt chercher à faire dans le tarot, c'est à ouvrir. Donc, c'est des questions ouvertes, c'est des questions qui peuvent commencer par comment, pourquoi, d'où telle ou telle situation peut provenir, etc. Donc, on va ouvrir la question. Et à partir de là, il va y avoir un échange. Donc, la personne va retourner des cartes, choisir des cartes au hasard dans le paquet, les retourner. Et de là va se créer l'échange et va pouvoir émerger des réponses, des échanges riches ou pas. Des fois, il faut aussi accepter quelquefois le silence comme étant une réponse. Des fois, c'est ce qu'on a le plus de mal à accepter. On a toujours envie de faire. Et Ouais, parfois, c'est pas très sympa le silence quand on veut des réponses. voilà, des fois c'est le silence qui nous renvoie à nous-mêmes et bon, mais c'est pas le plus fréquent en général. En général, on trouve souvent quelque chose à dire. Donc il y a vraiment une démarche de transformation qui peut être permise par le tarot. Et ce que tu expliquais tout à l'heure, ça me faisait penser à l'alchimie, qui a pas mal intéressé Jodorowsky entre autres. Et donc il y a une sorte de cheminement intérieur. Est-ce que tu pourrais expliquer, parce que je sais qu'il y a plusieurs types de cartes dans le tarot, donc il y a les arcanes mineurs, les arcanes majeures. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu la structure juste des arcanes majeures, pour pas que ce soit trop complexe, mais expliquer un peu. Il y a quelque chose que ça m'a fait plaisir parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas entendu, mais de matérialiser l'esprit et de spiritualiser la matière. Il y a comme un cheminement en fait dans la structure des cartes. Oui. C'est en ça que le tarot est magique et très beau, je trouve, c'est que il contient en lui-même une sagesse. On va pas parler de philosophie ou de dogme, évidemment, même si le tarot, disons, il a une imagerie médiévale qui va renvoyer avec des cartes comme le pape, la papesse, l'empereur, à des figures un petit peu moyenâgeuses et des figures un petit peu dogmatiques à travers certains... Le diable, le pape, par exemple, mais le tarot lui-même n'est pas du tout dogmatique. Moi, ce que j'aime beaucoup, justement, c'est comprendre, découvrir la sagesse du tarot dans le tarot lui-même, dans sa construction. Et donc, effectivement, le tarot, il est basé sur beaucoup de choses. C'est quasiment, c'est infini. On pourrait toujours trouver des nouvelles choses à dire et le tarot pourrait toujours nous éclairer d'une nouvelle lumière. Ce que moi je peux dire aujourd'hui, ce que j'ai un petit peu compris ou senti aussi, c'est que quelque part le tarot il est en lien avec les cycles, il est en lien avec l'humain, en lien avec la nature, sachant que tout ça tout ça est relié. N'oublions pas que nous faisons partie de la nature et que nous avons des corps qui allons y retourner. Et que malgré tout, on est aussi animé par un feu, animé par des envies, on est traversé par des émotions. Donc en fait, le tarot va nous parler aussi de tout ça. Alors, tu parlais du découpage, on peut peut-être commencer par là. Le tarot, c'est, comme je disais, c'est 78 cartes, mais on peut le découper en 3 paquets. 3 paquets de cartes. On a les arcanes majeures, donc on a 22 cartes qui sont les plus connues. C'est, comme je disais, le pape, le chariot, le diable, le monde. C'est des grandes cartes qui sont un petit peu dans l'imaginaire et dans la représentation collective aussi. C'est celles qu'on connaît le plus et c'est des cartes qui vont peut-être aussi représenter plus un côté plus archétypal. Donc des grandes figures, des grandes facettes de l'humain, de nos personnalités, de nos phases de vie. Je parlais de cycle tout à l'heure, mais voilà, ça peut être des cartes qui vont représenter l'action, qui vont représenter ou au contraire la gestation, qui vont représenter l'harmonisation,
Donc c'est des choses auxquelles on peut tous se raccrocher, tous se relier, qu'on connaît tous d'une certaine façon et qui vont nous parler. Donc ça c'est une première partie. On a une partie donc plutôt de l'ordre du lien aux archétypes. On a aussi une seconde partie qui vont être les arcanes mineurs. Les arcanes mineurs, ça va être plus de l'ordre de l'énergie. Le tarot, il nous parle aussi de la division, disons d'une représentation de la vie et même de nous-mêmes, de notre corps, en facettes et en phases d'énergie. Donc quand je parle d'énergie, je parle de l'énergie émotionnelle, de l'énergie sexuelle, de l'énergie terrestre, tellurique on pourrait dire, et de l'énergie mentale. Donc on aurait ces quatre, ce découpage en 4, et peut-être même un découpage en 5, puisque on aurait une cinquième essence qu'on pourrait peut-être dénommer sous le terme de conscience. Pourquoi pas. Il y a un petit jeu qu'on peut faire aussi, c'est ouais. C'est la quintessence. Enfin ça, c'est tout ça. Moi, ce qui me fascine un peu, c'est que la cinquième essence, notamment, c'est le nom d'un épisode de Linkal. Donc Linkal, c'est une des BD les plus célèbres de Jodorowsky, et vraiment moi, ce qui me fascine, c'est qu'il arrive vraiment à toujours retomber sur ses pattes quelque part, ou à faire passer ses idées quoi qu'il arrive. Et donc, que ce soit dans une BD de science-fiction, ou dans un bouquin, ou dans un jeu de tarot, enfin, il y a vraiment des éléments qui reviennent en permanence. Et il y a une sorte, moi j'aime bien la connexion entre les choses et la transversalité. Et lui, c'est vraiment assez fort, quoi. Plus j'ai étudié son œuvre, quoi, et plus je vois ça. Et donc oui, effectivement, cette idée que en réunissant 4 énergies, il y en a une 5e qui émerge, et peut-être c'est donc la quintessence. C'est assez stimulant, et c'est assez proche de ce que peut être le yoga. Enfin, moi, il y a quelque chose, c'est comme en mathématiques, on dit que le tout dépasse la somme des parties. C'est-à-dire qu'on n'est pas que des émotions ou des pensées ou des sensations, mais que une fois que tout ça est assemblé, alors il y a quelque chose de plus grand qui émerge. Et voilà. Et ça me fait plaisir que tu me dises ça, Baptiste. Merci. Pardon, je voulais pas t'interrompre, même si je l'ai un peu fait. Non, donc il y a ces 4 énergies avec la quintessence. Non, n'hésite pas, et on pourra faire le lien, effectivement. Il y a beaucoup de liens à faire avec le yoga et avec d'autres disciplines, en fait. Ce qui est beau, c'est cette sagesse, c'est la sagesse de la vie, ou le lien avec la vie, finalement. C'est ça qu'on trouve beau, je pense. Et le tarot, en fait, c'est un angle de vue sur la vie. Comme les autres traditions abordent la vie d'une autre façon, mais finalement, on parle tous de la même chose. Et donc, tu parlais de 3 paquets, et si j'ai bien tout suivi, tu as parlé des arcanes majeures, des arcanes mineures. Est-ce qu'il y a un autre Alors, j'ai commencé effectivement, donc pour les arcanes mineures, on a ces 4 énergies, et donc finalement, c'est le jeu de cartes qu'on connaît aujourd'hui. Le jeu de cartes aujourd'hui, c'est de 1 jusqu'à 10 sur 4 couleurs. Et en fait, dans le tarot, on retrouve ces 4 couleurs, et les 4 couleurs vont correspondre... Donc ça, c'est le tarot qu'on utilise pour l'apéro, quoi. Exactement. Et en fait, on pourrait lire le tarot avec celui qu'on utilise pour faire une belote ou une bataille. Plutôt, je sais plus. Je connais pas trop bien la belote, mais en tout cas la bataille, oui. Mm-hmm. Donc effectivement, on a ces 4 centres énergétiques, et on va rajouter. Je parlais de 3 paquets. Donc le 3e, ça va être les figures. Donc les valets, les rois, les reines, les cavaliers, qui vont pouvoir aussi représenter des facettes plus humaines de nous-mêmes, comme ce qu'on pourrait appeler des personas, ou des facettes de notre personnalité. Donc des facettes qui sont sûres d'elles-mêmes, ou qui sont plus dans l'introspection, ou qui sont plus dans une forme de jeunesse et d'immaturité, etc. Et en fait, l'association et la combinaison de ces 3 paquets-là ensemble vont nous donner une richesse incroyable pour justement engager la conversation et jouer à ce jeu de miroir, et en définitive mieux se connaître. Ok. Est-ce qu'on pourrait se concentrer juste sur les arcanes majeures, peut-être, pour aujourd'hui? Comment s'est structuré donc ce chemin
0 à 21, ou de 1 à 22 si Oui, on veut, mais je crois que ça commence par le 0, c'est ça? ouais, tout à fait. Alors je vais te répondre, hein. Ça fait 3 fois que tu me demandes. Je vais, je vais finir par répondre, mais Je- j'aime beaucoup. Moi, quand tu me lances sur le tarot, Ah, mais je bien pars. sûr, mais c'est pour ça que tu. Et alors oui, parlons des arcanes majeures. Donc les arcanes majeures se représentent par des cartes qui ont 3 parties en fait. On a un chiffre tout en haut, on a bien sûr une image au centre, et puis on a un nom tout en bas. Donc c'est un petit peu la façon aussi de reconnaître et de séparer les majeurs des mineurs et des figures. Euh, la construction de ces arcanes majeures, en tout cas telle que moi je l'ai comprise, et telle que je peux la transmettre aussi, euh, c'est un chemin. C'est un chemin, on pourrait dire un chemin initiatique. On pourrait parler de voyage du héros. Euh, ça, on pourra en reparler un petit peu. C'est des notions qui sont utilisées aussi dans l'écriture de scénarios, mais finalement qui nous renvoient vers nous, encore une fois, et vers la façon dont l'humain peut se construire et peut évoluer dans sa vie. Donc, qu'est-ce que c'est le voyage du héros? C'est un héros qui part d'une situation présente et qui va, à travers la rencontre de situations, d'obstacles, de difficultés, arriver à destination en transcendant les obstacles et en se dépassant lui-même en fait. Le fait de dépasser des obstacles et de vivre la vie en fait, puisque finalement ça revient à ça dans notre vie de tous les jours, on rencontre tous des situations plus ou moins difficiles, des fois très faciles, des fois plus difficiles. Et le fait d'arriver à trouver un moyen de les surmonter, de les dépasser, de les comprendre, de les accueillir, nous fait grandir en conscience. Du fait d'avoir traversé une épreuve, je ne suis plus le même après et je vais avoir du recul, je vais être capable de comprendre les choses d'une autre façon. Je vais enrichir en fait mon point de vue sur le monde là où avant je n'avais pas rencontré cette épreuve et où je ne savais pas que non plus j'avais des ressources à l'intérieur de moi pour y faire face et pour me rendre compte que finalement je peux la traverser. Donc les arcanes majeures, c'est un petit peu ce chemin-là en fait. On part comme tu l'as dit, on part de l'arcane, alors de l'arcane numéro 1 qui va être le battleur, et puis on va aller jusqu'à la 21 qui est le monde. Alors le battleur représente un homme assez jeune qui justement, comme le héros dans une histoire, démarre sa quête et s'avance dans le monde, dans sa vie, et va rencontrer successivement toutes les autres cartes, on pourrait dire. C'est comme si c'était le chemin du battleur, et il va rencontrer au fur et à mesure la numéro 2, la numéro 3, la numéro 4, jusqu'à atteindre la 21 qui représente le monde. Et le monde dans le tarot, c'est l'accomplissement, c'est la réalisation, c'est le héros victorieux à la fin de l'histoire. Ce qu'on peut rajouter, c'est que bien sûr, ça s'arrête pas là, parce que c'est comme dans la vie, quand on arrive à la fin d'une histoire, il y en a une autre qui se présente. Ou quand on est sorti victorieux d'une quête, il y en a toujours une autre qui se présente et c'est sans fin. Donc on pourrait voir le tarot comme la représentation de ce cycle-là, mais aussi comme une spirale qui pourrait nous emmener de cycle en cycle et toujours aller de l'avant. Donc la dernière carte du tarot, c'est aussi un passage. Et quand on regarde la dernière carte du tarot, le monde, c'est un portail en fait. C'est un peu comme un œuf, une couronne dans laquelle se trouve le personnage du monde. Et ce personnage nous invite justement à passer la porte pour, peut-être retrouver un nouveau battleur et recommencer une autre quête. Donc je vais montrer cette carte du monde. Et alors dans cette quête, dans ce voyage du héros, évidemment, on va rencontrer beaucoup d'autres cartes. On pourrait subdiviser encore ce paquet. Donc si on a suivi, je parle de cartes de 1 à 21. Donc on a 21 cartes. On en a une 22e dont j'ai pas parlé, qui est le mat, ou qui des fois on l'appelle le fou. Ça, c'est une carte un peu spéciale qui n'a pas de numéro, et c'est un petit peu comme le dieu Hermès, le dieu Mercure, qui est le dieu qui voyage entre tous les mondes et qui est capable d'apporter son message. C'est un peu le messager du tarot. Mais malgré tout, elle existe, elle est là, et c'est la carte sans numéro.
On a une autre carte aussi un peu spéciale, c'est la carte sans nom. Donc l'arcane sans nom, qui est ce squelette un peu décharné, même complètement décharné, qui nous fait un peu peur des fois. Et alors justement, l'occasion de rencontrer ces cartes-là, ça va être aussi de comprendre un petit peu leur message. Et donc, quand je rencontre la carte avec ce squelette décharné, l'arcane sans nom, je peux me dire, oh là là, ça a l'air dangereux, ça a l'air dur. Et c'est peut-être aussi l'occasion finalement de mieux comprendre ces archétypes-là. De mieux comprendre finalement que, par exemple, alors je prends l'exemple de l'arcane sans nom, que l'arcane sans nom qui est un squelette avec une faux, nous amène en fait à nous délester de ce qui nous pèse, par exemple. Nous amène à revenir vraiment à l'essentiel. Voilà, ça peut être des petits messages et une façon de voir cet arcane qui peut nous aider et qui peut aussi nous faire changer notre point de vue aussi sur les choses. Par exemple, à savoir lâcher certaines choses, à savoir laisser partir certaines choses dans notre vie, faire de la place pour accueillir des nouvelles. Ça, par exemple, ça pourrait être aussi l'arcane sans nom. Donc, de l'image initiale, de la peur qu'elle peut susciter au départ, on va aussi, en les rencontrant, transformer notre point de vue sur elles et peut-être aussi notre point de vue sur la façon dont elles vont avoir un écho dans notre vie. Donc, encore une fois, ici, ça peut être notre façon d'aborder le vide, notre façon d'aborder le fait de se libérer de quelque chose, ce qui peut être très, 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 très bénéfique. Hein. Effrayant, mais bénéfique. Ouais. Oui, parfois c'est ça. Et donc, chaque carte a une signification, mais chaque position de la carte dans le tirage va lui donner une signification plus ou moins positive. Je sais pas si c'est vraiment les bons termes, mais enfin, tu pourras peut-être nous éclairer là-dessus. Il y a quelque chose à laquelle j'ai pensé aussi, c'est que en fait, hormis quelques cartes qui sont très genrées pour le coup, où on peut plus dire que ces personnages-là sont masculins ou féminins, il y a aussi beaucoup de cartes qui sont assez où les personnages sont assez androgynes finalement, et ça faisait partie aussi du travail de Jodorowsky, qui est lui quand on cherche l'être essentiel, et donc c'est aussi ça un peu Linkal, c'est le symbole de Linkal, c'est une sorte de croix de David mais noire et blanche, donc c'est un peu aussi le yin et le yang. Et donc il y a aussi quelque chose qui dépasse les clichés de genre habituels quelque part. C'est voilà plus androgyne, enfin qui transcende un peu certaines catégories dans lesquelles on a tendance à se mettre. Oui, alors là tu lances deux gros sujets qui sont qui rejoignent à la fois la construction du tarot et puis ensuite sur la disposition des cartes et la façon dont elles vont nous parler. Alors je vais commencer par la fin. Je vais commencer par ta dernière question sur le genre et sur effectivement le côté féminin, masculin et androgyne qu'on peut voir dans le tarot. La façon dont moi alors ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on a tous notre façon de lire le tarot. Tu vas pas rencontrer deux personnes qui lisent le tarot qui le lisent de la même façon. Donc encore une fois, je te parle moi de ma vision du tarot. Effectivement, dans le tarot, ce qu'on peut remarquer, et notamment dans les arcanes majeures, c'est qu'on a une espèce une harmonie. En fait, on a autant de personnages féminins que masculins. Et on a des personnages androgynes. Ça, à mon sens, ça va aussi représenter cette complémentarité à la fois extérieure et intérieure. C'est-à-dire que on va parler de notre côté féminin et de notre côté masculin, de notre polarité yin, de notre polarité yang, si on veut l'exprimer comme ça aussi. Et cette idée, et ça rejoint l'alchimie d'une certaine façon aussi. Alors je suis pas alchimiste, mais on peut faire ce lien-là qui est de dire, on a une partie qui va accueillir en nous, donc c'est la partie qui va recevoir les émotions, les énergies, qui va être capable de recevoir l'autre, ou nous-mêmes. Donc une partie accueillante et une partie ensuite qui va exprimer, qui va agir. Donc une partie qui va de l'extérieur vers l'intérieur, ça c'est la partie yin, qui accueille, et la partie de l'intérieur vers l'extérieur, yang, qui agit, qui crée, qui s'exprime. Et en fait, finalement, l'androgynie ou l'androgénéité, c'est le fait de réunir ces deux parties en nous. Donc c'est d'être à la fois capable d'accueillir et à la fois capable d'exprimer.
Et alors ça, des fois, on l'exprime sous la forme du côté masculin et du côté féminin, mais il faut pas se tromper. On a tous un côté masculin, un côté féminin en nous. Et donc l'idée, c'est de développer sa capacité d'accueil et d'écoute de nous, d'écoute de l'autre, et développer sa capacité d'action. Donc agir pour nous, agir avec les autres, et d'expression, voilà, tout ce qui va sortir de nous. Donc d'une certaine façon, la créativité aussi, qui prend racine en nous, puis qui s'exprime à l'extérieur. Voilà. Et donc cette idée d'équilibre, en fait, elle est dans le tarot. Quand on regarde les cartes, elle est dans le tarot. Il y a un équilibre qui est déjà là. Donc c'est aussi ça, quelque part, la beauté du tarot, c'est de découvrir un petit peu tous les messages ou toutes les choses qui peuvent nous sauter aux yeux ou non, puisque par exemple Jodorowsky a fait et d'autres avant lui ont fait beaucoup de recherches sur les cartes et ont développé beaucoup de théories. Donc je pense qu'il faut aussi savoir prendre ce qui nous parle chez chacun et aussi se faire sa propre représentation du tarot pour ensuite être plus en lien avec lui, puisque finalement c'est une histoire de relations et de liens. Et ça peut m'amener sur le premier sujet qui était le tirage de cartes et comment les cartes interagissent et comment elles sont positionnées dans un tirage et comment elles nous parlent. Donc très concrètement, en fait, le tirage, il va représenter une situation. Si je me dis, alors pour les auditeurs aussi, hein, dès qu'on a un jeu de tarot, on peut expérimenter, on peut faire des tests. Donc on peut par exemple prendre une carte qui va nous représenter nous et prendre une carte qui va représenter la situation qu'on est en train de traverser sur laquelle on se pose une question. Donc ça, c'est un tout petit tirage très simple. On peut prendre une première carte pour nous, une seconde carte pour la situation, et puis peut-être une troisième carte qui va nous donner une ressource, par exemple. Et donc, finalement, le tirage, c'est simplement représenter visuellement avec des cartes une situation. Ça peut être ça. Ok, c'est presque comme le Yiking quelque part. Enfin, il y a aussi des liens entre le Yiking, qui est une méthode de divination ou pas, ou d'évaluation des situations. Donc c'est exactement comme le tarot, avec des traits pleins, des traits brisés. Comment ça peut représenter les choses plutôt que ce soit une projection dans le futur. Je sais que tu es très calé dans les différents types de tirages qui existent, et je pense que tu es un maître du tarot, parce que tu as fait ton expérience et tu as appris avec Jodorowsky, mais avec d'autres professeurs. Malheureusement, on va pas pouvoir... il faudra que tu reviennes pour nous parler de tout ça, parce que ta science est grande, et il va falloir qu'on conclue. Mais en tout cas... je trouvais que dans ce que tu disais sur le lien entre la réceptivité et la capacité d'émettre, il y a une sorte d'équilibre. Non seulement on retrouve des conversations qu'on a pu avoir avec d'autres, notamment avec Mounir, mais même avec Franck, par exemple, qui parlait du Qigong. Mounir parlait du genre, sur le fait que finalement, ce côté yin et côté yang, c'était pas forcément que masculin et féminin, ou qu'en tout cas, on pouvait pas l'étiqueter que comme ça. Peut-être que c'était intéressant de réfléchir en termes de yin et de yang autrement que sous l'angle masculin et féminin, que ça pouvait être beaucoup plus vaste que ça, mais qu'en tout cas il y avait clairement là je trouve un parallèle, même si on en parlait au début, un parallèle entre la pratique du tarot et le travail qu'on peut faire quand on a une pratique corporelle comme le yoga ou autre par exemple, dans le sens où ça peut permettre d'harmoniser à la fois la capacité d'émettre et de recevoir, et que ça harmonise, ça tu l'as dit dès le début aussi, le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Donc il y a vraiment quelque chose qui est au-delà du mental, me semble-t-il, beaucoup plus énergétique, et qui peut être beaucoup plus corporel aussi, alors que c'est des cartes, quoi. Et qu'il y a vraiment une façon d'être ancré dans le monde et dans l'action et dans le lien à l'autre, dans le lien à soi, mais dans le lien à l'autre aussi. Merci beaucoup Baptiste. Est-ce qu'avant de terminer, est-ce que tu aurais une lecture à recommander en lien avec le tarot ou pas, quelque chose une lecture ou un film ou une œuvre ou une pratique, je sais pas, quelque chose que tu pourrais recommander à nos auditeurs? Alors, tout à fait. Alors, pour tous ceux et celles qui s'intéressent au tarot, évidemment, je vais vous parler de livres sur le tarot, de 2 livres, La Voix du tarot de Jodorowsky et Marianne Costa,
et du livre Le Tarot pas à pas de Marianne Costa aussi, qui sont deux très bons livres pour aborder le tarot psychologique, on va dire. Et puis peut-être un autre livre. On a parlé du voyage du héros, et je vous recommanderais les œuvres alors écrites ou même filmées de Joseph Campbell, qui est un universitaire qui a travaillé sur le voyage du héros, sur la mythologie, et dont les travaux sont utilisés encore aujourd'hui pour écrire des films. Par exemple, Star Wars, c'est écrit avec les méthodes de Joseph Campbell, qui a décrypté la mythologie, qui a décrypté le sens que toutes les histoires, les contes pouvaient en fait avoir, et donc un sens beaucoup plus profond qu'on peut penser. Donc c'est très intéressant. Et peut-être pour finir, effectivement, de relier la pratique du tarot avec une pratique physique. C'est intéressant. Donc relier le corps et l'esprit, et voilà. Donc moi en ce moment c'est le Qigong, mais ok. Et d'ailleurs ça peut être beaucoup d'autres choses. Ouais, d'ailleurs on l'a pas dit en bio, enfin au début là quand on s'est présenté, enfin quand tu t'es présenté, qu'on a parlé de comment on se connaissait, mais on a déjà fait des ateliers yoga et tarot, Baptiste, ensemble. Incroyable. Exactement. Oh là là. Oui. Et oui. Ok. Et oui, parce que oui. Non, mais je t'en prie, vas-y, dis-moi. Bon, il faudra un deuxième épisode. Un deuxième épisode, il faut qu'on se retrouve. Mais alors là, ce sera peut-être pas pour tout de suite, parce que tu es parti habiter dans les montagnes pour alchimiser ton chi et faire ton chemin du héros loin de la civilisation. Mais si on veut malgré tout, parce que donc les ateliers yoga tarot, ce sera peut-être pour plus tard. Mais si on veut malgré tout travailler avec toi, parce que tu es à la fois compétent et humble. En tout cas, moi, c'est ce que je crois, et c'est ce qui m'a donné envie de travailler avec toi depuis longtemps. Comment on peut te trouver, Baptiste? C'est quoi ton actu un petit peu là sur le tarot? Oui, alors mon actu sur le tarot, c'est un site, c'est tarotintuitif.com. Vous tapez tarotintuitif.com ou tarot intuitif, donc tout attaché, sur Instagram, et vous allez me trouver, ou Facebook, mais je suis plus actif sur Instagram. Et l'actu du moment, c'est un cours en ligne en groupe qui va commencer courant mars. Ok. Donc d'ici à ce que l'épisode sorte, toutes les infos seront sur le site. Merveilleux. Très bien. Et ben écoute, je te remercie beaucoup. Une initiation. Oui, voilà, initiation, d'accord. Donc si on veut découvrir pas à pas la pratique du tarot, ça c'est même si on n'a pas de connaissances là-dessus, on peut s'inscrire et comprendre un peu comment ça fonctionne. Très bien. Et ben écoute, donc rendez-vous sur tarotintuitif.com ou sur tarotintuitif sur Insta pour en savoir plus. Moi, je vous invite vraiment, j'ai vu pas mal de profs de tarot, voilà, je vous invite, si vous voulez découvrir, à travailler avec Baptiste, parce qu'il y a tant comme je le disais à l'instant, tant ses compétences techniques que ses qualités humaines qui en font un très bon prof, je crois, et un ami aussi, bien sûr. C'est lui aussi qui filme les vidéos yoga pour hommes, si vous voulez tout savoir, hein. Tout est dans tout. On fait une sorte de mafia psychophysique dans la tête aux pieds, donc en général on a plusieurs projets en cours. Donc voilà, donc je vous recommande vraiment d'étudier avec Baptiste. Son contenu en plus, comme il est graphiste, c'est très bien organisé. Bref, voilà, je fais ta promo, hein, mais c'est sincère. Bah, je te remercie beaucoup, Baptiste, d'être venu dans la tête aux pieds. Et j'espère avoir l'occasion de travailler très prochainement avec toi. Je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, vous aurez tous les liens dans la bio si vous voulez en savoir plus sur le travail de Baptiste, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci Baptiste. Merci beaucoup Adrien. Avec Baptiste, nous avons vu comment la voie du tarot pouvait devenir un chemin initiatique, un voyage de l'héroïne ou du héros qui permet de découvrir ses ressources et de les mobiliser face aux épreuves de la vie. Il y a une formule qui résume bien la façon dont on doit aborder les choses. Il s'agit de matérialiser l'esprit et de spiritualiser la matière. Et ça, c'est vraiment la tête aux pieds. À très bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté La Tête aux Pieds. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser plein d'étoiles sur Apple Podcast, à me suivre sur les réseaux et à en parler autour de vous. Pour pratiquer avec moi, rendez-vous sur mon site adrienmater.com. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et bonne semaine.